Bonsoir à tous, c'est Sahaf Tourkoum. Bienvenue sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de Ramadan Prime. Pour cette soirée, nous vous avons concocté un programme riche et varié. Nous parlerons de comédie, de sitcom en ce mois sacré du Ramadan, de la musique shabi, de l'art culinaire algérien. Mais avant tout, nous ferons un point sur l'actualité brûlante au Moyen-Orient. Installez-vous confortablement. Ramadan Prime, c'est maintenant. Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir à tous. Comme à l'accoutumée pour enrichir le débat et décortiquer l'actualité, j'ai le plaisir d'être accompagné de vos chroniqueurs. Tinhinan Makassi, bonsoir et Sahaf Torek. Bonsoir Imen, bonsoir à mes co-chroniqueurs, bonsoir à notre invité, bonsoir à nos téléspectateurs et bien évidemment Sahaf Torek à tous. Hajar Sebata est également parmi nous ce soir. Bonsoir Hajar. Bonsoir Imen, bonsoir à notre invité Tinhinan et Rami, bonsoir et Sahaf Torek à tous. Bonsoir Rami Zemouchi, Sahaf Torek. Bonsoir Iman, Sahaf Torek, Sahaf Torkom, ici présent sur le plateau et tous ceux et celles qui nous regardent. Et notre invité de ce soir, Monsieur Lamine Chikri, vous êtes journaliste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sahaf Torkom, c'est moi qui vous remercie. Alors, sans plus tarder, il est temps de commencer à traiter l'actualité. À l'Assemblée populaire nationale, 2 textes viennent d'être adoptés. L'un porte sur la criminalisation de la colonisation française, un sujet profondément lié à la mémoire et à l'histoire de l'Algérie. L'autre concerne la loi sur les partis politiques, avec l'objectif affiché de mieux encadrer la vie politique nationale, de décisions législatives qui relancent le débat entre mémoire, souveraineté et évolution du paysage politique. Lamine Chikri, alors faut-il y voir un tournant dans la manière dont l'Algérie aborde son passé et organise son avenir politique? Je pense que cette loi est importante parce qu'elle donne le là, pas seulement en Algérie mais en Afrique, concernant la gestion de la mémoire. Donc je pense que cette loi va être très utile pour les mois et, j'allais dire, années à venir, pour normaliser justement nos relations avec les pays qui ont fait du colonialisme, j'allais dire, un fonds de commerce. Et ça continue notamment avec la crise avec la France, hein, qui continue justement d'envenimer les relations entre les deux pays en raison, entre autres, de cette question de la mémoire. Donc le fait d'avoir adopté une loi est une excellente chose pour l'Algérie, j'allais dire. Mais la loi considère justement cette colonisation comme un crime d'État. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cela, Monsieur Lamine? Un crime, c'est un crime. Hein, c'est un crime d'État. C'est un crime contre la population algérienne qui a payé un lourd tribut. Hein, et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de solder, de faire les comptes. Et cette loi va encadrer justement ce processus. Et elle est la bienvenue, hein, parce que justement, de l'autre côté de la Méditerranée, notamment l'extrême droite, mais pas seulement, continue d'utiliser cette carte, hein, d'une Algérie qu'il refuse de voir indépendante, souveraine. Donc je pense que ça va remettre un peu les choses à leur place. Hein. L'Algérie indépendante, souveraine, vient d'adopter une loi sur la criminalisation de la colonisation française. Voilà, les choses sont dites, sont faites. Attendons de voir un peu ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Et peut-on réellement tourner la page de la colonisation sans une reconnaissance claire des crimes du passé? Je me tourne vers vous, Tinhinan Makassi. Alors déjà, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire M. Lamine Chikri. Il est clair que c'est très important aujourd'hui de signaler que c'est un crime d'État, parce que ce n'est pas des responsabilités personnelles. Il y a eu un État, il y a eu un gouvernement qui était à la tête d'une armée, coloniale, qui a donné l'ordre de massacrer des populations, non seulement en Algérie, d'exterminer des populations, de vouloir à tout prix... L'objectif final était une épuration ethnique
de l'identité algérienne. Donc aujourd'hui, on reconnaît ces crimes-là, non seulement comme des crimes contre l'humanité, mais comme étant des crimes d'État, c'est très important. Ce n'est pas des responsabilités personnelles, c'est des responsabilités d'État. Et aujourd'hui, la Ve République doit rendre compte de ces crimes-là, d'autant plus, comme vous l'avez dit, ça fait un fonds de commerce aujourd'hui. Le néocolonialisme, ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza, ce qu'on voit au Liban, ce qu'on voit en Iran, ce qu'on voit dans le monde, remonte à cette période-là, remonte aux empires coloniaux. Et bien évidemment, le fait que l'Algérie soit un des pays champions de la question de la mémoire en Afrique, c'est encore un rôle d'avant-gardiste qui va être primordial dans le continent, d'autant plus que l'Afrique, l'année dernière, l'Union africaine avait mis la mémoire et la réparation pour les Africains et les Afro-descendants au cœur de son année africaine. Et aujourd'hui, voir que l'Algérie continue à défendre cette mémoire-là, continue à être un porte-voix des peuples et de cette question est bien évidemment important. En ce qui concerne notre avenir, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des relations saines avec des institutions d'un État qui refuse de regarder vers son passé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mémoire, on oublie que le problème de la mémoire ne pose pas problème à nous. Que ce soit nos politiques, que ce soit notre État, que ce soit notre gouvernement ou notre peuple. Il pose problème dans un État où son peuple n'est pas conscient de ces affres coloniaux. Aujourd'hui, le peuple français, quand on parle de la question mémoriale, de la nécessité de revenir à la mémoire, c'est aussi la mémoire des Français, parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui que leur État... C'est une mémoire commune. C'est une mémoire commune, mais c'est une mémoire commune qui a été effacée de l'autre côté. Nous, on a fait ce qu'on devait faire de notre côté. L'enseignement, la transmission, le maintien de cette mémoire vivante, de notre côté, on l'a fait. De l'autre côté, on espère aussi, en refusant de reconnaître que c'est un crime d'État, on refuse aujourd'hui qu'elle soit enseignée dans les écoles. Elle n'est pas enseignée dans les écoles, elle n'est pas enseignée dans les universités. Le nombre de chercheurs est limité. C'est une façon de falsifier l'histoire. De falsifier l'histoire. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'aujourd'hui, même le traitement qu'on a avec les diasporas africaines, les diasporas algériennes, les diasporas arabo-musulmanes, remonte directement à cette période. Quand les présidents français parlent, notamment je vais citer l'ex-président Sarkozy, quand il parle de Karcher, le fameux Karcher, ça renvoie à un réflexe colonial. Pourquoi ça renvoie à un réflexe colonial ? Parce que ça a été un crime d'État. Et l'État continue à perpétrer cette tradition coloniale, cette tradition de domination. Donc il est important que ce soit reconnu tel quel, comme crime contre l'humanité et crime d'État. Lamine Chekri, selon vous, pourquoi la France refuse-t-elle justement d'admettre ces crimes d'État ? Parce que les crimes sont tellement horribles, ils sont tellement abjects que l'État français a du mal à reconnaître ces crimes. Et d'autre part, je dirais que l'État français, les médias français, la classe intellectuelle française, l'élite française sont complètement sous influence sioniste. Aujourd'hui, si vous prenez les médias en France, ils sont complètement sous influence sioniste. Et bien entendu, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un narratif sioniste vis-à-vis du champion de la décolonisation, de la lutte d'indépendance? L'Algérie, c'est un modèle pour le Grand Sud, pour le Sud global. Et c'est pour ça que je dis que cette loi est déterminante, c'est une sorte de feuille de route, non seulement pour l'Algérie, mais pour tous les pays qui ont subi les affres du colonialisme. De ce point de vue-là, bien entendu, la France, elle est complètement à côté de la plaque, je dirais, à contresens de l'histoire, au lieu de reconnaître ces crimes, comme l'ont fait d'autres pays qui ont colonisé des pays du Sud. L'Italie a reconnu ces crimes, par exemple, en Libye. Et la France refuse à ce jour donc de reconnaître ces crimes et ça explique un peu pourquoi les relations entre les deux pays ne sont pas normalisées. Je suis tout à fait d'accord. La balle n'est pas dans le camp de l'Algérie, mais bien plutôt dans le camp de la France. C'est à la France aujourd'hui de faire son mea culpa et d'admettre ses crimes. Et je pense que ça sera un bon départ pour un tant soit peu normaliser cette relation. Mais il y a un autre aspect, au-delà de l'aspect historique de la reconnaissance du crime. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que le grand perdant dans cette affaire, c'est la France, ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, de manière très claire, d'un point de vue économique,
n'a pas besoin de la France, elle n'est pas dépendante de la France. Donc, j'allais dire, qui est perdant dans cette affaire? Ben, je pense que c'est la France. Hajer Sabata, vous avez réalisé un film, donc Tayara Safra, qui traite justement du colonialisme. Pouvez-vous nous parler un peu de la guerre de l'image Tout à fait. Oui, justement. Donc, j'allais dire que déjà, cette question est super importante pour les Algériens. Ce n'est pas seulement pour la politique algérienne ou pour le gouvernement algérien. Donc, la question de reconnaissance donc de ces crimes est super importante. Comme peuple algérien, on est très très attaché à notre histoire. Et ça fait partie de notre identité. On est fiers de notre glorieuse guerre de libération. Et cette guerre revient dans les programmes de l'école, revient dans nos films, revient dans nos livres. Donc, à tel point où, si on n'a pas dépassé cette question, s'il n'y a pas eu cette reconnaissance, on ne peut pas espérer de meilleures relations avec la France. Je pense que c'est un gros problème. Et c'est une grande question qui, à chaque fois, stagne ces relations entre les deux. Et justement, donc, si on revient à cette mémoire, ça fait partie de notre identité et c'est ce que justement on veut inculquer à nos enfants. Donc la révolution nationale et tout ce que a pu endurer les Algériens, la femme algérienne en particulier, c'est ça que je traite aussi dans le film. Donc tout ce qu'ils ont pu endurer durant toute cette guerre. Donc aujourd'hui, la moindre des choses, c'est cette reconnaissance pour que peut-être la France puisse venir négocier autre chose avec l'Algérie. Et comme disait Monsieur Chiri, donc, alhamdoulilah, aujourd'hui l'Algérie n'a vraiment pas besoin de la France, on a juste besoin de laisser une histoire ou une mémoire saine et crédible et qu'on puisse avoir les vraies données et la vraie réalité de notre glorieuse guerre. Voilà, donc... Merci Hajer. Rabi Zmouchi, alors je vais vous le redire très souvent, vous êtes le plus jeune autour de cette table. Quel regard portez-vous justement sur la question et sur le fait de reconnaître les crimes coloniaux? C'est une question essentielle pour la jeunesse algérienne en particulier parce que ça nous rappelle tous ces crimes-là commis par le colonisateur pendant plus d'un siècle et 32 ans qui a fait des atrocités et ça permet aussi aux jeunes Algériens de voir à quel point le pays algérien actuellement, le pays, l'État et même le peuple en général qui souhaitent voir ceci inscrire dans une loi adoptée au Parlement et au Sénat algérien qui nous rappelle exactement quelles ont été ces atrocités et qui nous donne aussi l'occasion de continuer à en parler à nos enfants et aux générations futures qui viennent parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre vécu et ça ne doit pas être oublié ou pire falsifié ou modifié ou traîné comme on peut le voir dans certains médias ou dit par certaines personnes de l'extrême droite ou même dans un contexte actuel qui est quand même peu favorable en France notamment et dans le monde avec la montée des extrêmes, notamment droite, dans plusieurs pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Et ça nous donne cette occasion de dire que voilà ce qui s'est passé, voilà comment nous on le voit, et voilà comment nous comptons nous rappeler de ces atrocités pendant cette colonisation française en Algérie. Merci Rami. Alors après l'actualité nationale, cap sur le Moyen-Orient où la guerre en Iran continue de mobiliser l'attention mondiale. Depuis près de 2 semaines, l'agression américano-sioniste contre l'Iran se poursuit avec des frappes, des ripostes et des tensions qui ont des répercussions dans toute la région et au-delà. Les enjeux géopolitiques et humanitaires sont énormes. Restez avec nous, on revient pour faire le point juste après ce jingle. Alors, après l'actualité, le conflit donc au Moyen-Orient prend une nouvelle ampleur. Des dépôts de carburant essentiels ont été ciblés par des frappes aériennes provoquant d'importants incendies. La suspension temporaire de la distribution d'essence dans la capitale et des inquiétudes sur l'approvisionnement énergétique et les conséquences sanitaires pour les populations civiles. Ce soir, nous nous demandons pourquoi ces dépôts deviennent-ils des cibles majeures dans ce conflit et quelles pourraient être les répercussions non seulement pour la région mais aussi pour l'économie mondiale et nos vies
quotidienne. Lamine Chiri. Oui, c'est un conflit. Le pétrole est au cœur de ce conflit, donc ça tourne autour du pétrole. Mais juste pour remettre les choses dans le contexte, donc hier, Donald Trump a fait une déclaration, j'allais dire fracassante, en annonçant la fin imminente de la guerre. Cette déclaration a automatiquement fait chuter, fait baisser les prix qui étaient autour de 115, 116 et tout de suite ces prix ont baissé à 89, 90 dollars le baril de Brent. Cependant, les prix sont très volatiles puisque les Iraniens ont répliqué en disant que la fin de la guerre n'appartenait pas justement à Donald Trump et que ça devait être aussi la décision des Iraniens. Comme on voit bien que la situation n'est pas encore nette, il semble bien que les Américains, les Israéliens, les sionistes sont tombés dans leur propre piège. C'est-à-dire l'objectif, n'oublions pas que l'objectif essentiel de cette guerre illégale, c'était de faire une sorte de régime change. Donc nous sommes au bout du 10e jour. Chaque jour coûte quelque chose comme $1 milliard pour les Américains, selon des estimations. Nous sommes au 10e jour, donc c'est $10 milliards en 10 jours. Et qu'ont obtenu les Américains? Eh bien, un ayatollah à la place d'un autre ayatollah. Donc vraiment, si c'était ça le pari, c'est un pari perdu, j'allais dire. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est cette histoire c'est cette question d'impunité. C'est-à-dire nous sommes devant une impunité chronique. Les États-Unis et Israël, il y a un génocide à Gaza qui se poursuit. Qui se poursuit. Il y a une guerre contre l'Iran, illégale. Il y a une guerre contre le Liban. Très peu de gens en parlent, mais le Liban fait face à une guerre terrible. Près de 700 000 citoyens libanais ont été obligés de quitter leur maison ces derniers jours. Donc cette histoire d'impunité pose vraiment problème. Est-ce que le droit international n'a plus cette... Enfin, que vaut aujourd'hui le droit international, la Charte des Nations Unies, le tribunal pénal international? Voilà les véritables questions pour des gens comme nous qui vivons en Algérie. On regarde un peu ce qui se passe au Proche-Orient. C'est vraiment quelque chose j'allais dire, qui dépasse l'entendement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Je pense que un prix du pétrole élevé ne fait pas l'affaire de Donald Trump, parce qu'il doit faire face aux consommateurs américains qui refusent de payer un prix d'essence cher. Et puisque nous avons des élections, les mid-terms, en novembre prochain aux États-Unis. Donc, l'enjeu majeur pour Trump, justement, c'est de ne pas perdre ces élections. S'il venait à perdre ces élections, bien entendu, il sera obligé de passer par un congrès hostile qui lui refusera, par exemple, de lui signer des budgets financiers de guerre. Donc, la situation reste très confuse. On peut dire un mot, si vous voulez, sur un peu la Russie, la Chine. La Russie, par exemple, je pense que c'est un des grands gagnants de cette guerre, sans y avoir participé directement, mais il vient d'être sollicité, étrangement, par les Américains pour essayer de faire une sorte de médiation entre les Américains et les Iraniens. Mais on reviendra sur le sujet, Monsieur Lamine Chiri. Justement, il y a Safwan Ben Sabri qui nous a préparé un sujet justement pour parler des déclarations de Trump. L'heure peut-être est-elle à la guerre d'usure, avec la volonté de pousser les États-Unis dans un bourbier? Le sujet de Safwan Ben Sabri. Téhéran joue sur le ton lent, subissant une guerre qu'ils n'ont pas commencée. Les Iraniens jouent désormais la montre, une stratégie qui n'arrange pas les États-Unis. La volonté d'en finir au plus vite est explicitement énoncée à Washington par Donald Trump.
Nous avons fait une petite excursion parce que nous estimons que c'était nécessaire. Et je pense que vous verrez que ce sera une excursion de courte durée. Téhéran souhaite voir Donald Trump renoncer à une guerre dans laquelle il s'est retrouvé aux côtés de l'entité sioniste. Les objectifs américains avant le lancement de la guerre étaient multiples, changement de régime et anéantissement de l'arsenal militaire iranien. Le régime tient debout. La force militaire iranienne, bien que touchée, est encore en mesure de produire des dégâts physiques et psychologiques. L'Iran souhaite voir les États-Unis s'enliser dans une guerre d'usure. Les Iraniens savent qu'une victoire militaire est impossible. Il ne reste plus pour la République islamique que la victoire politique. L'Iran mène une guerre sur plusieurs fronts. Le blocage du détroit d'Ormuz implique une inflation mondiale qui impacte la croissance et la consommation. L'implication de facto des pays du Golfe implique une pression de ces derniers sur Washington pour l'arrêt des hostilités. La pression sur Trump n'est pas seulement externe. L'électorat MAGA qui a voté pour un président qui avait promis de ne déclencher aucune guerre se sent trahi par l'interventionnisme de Donald Trump. Plusieurs raisons poussent donc l'Iran à jouer l'usure face à l'axe américano-sioniste dans l'attente de voir le président américain déclarer la fin de la parenthèse militaire. Voilà, je rappelle que c'était un sujet signé Safwan Ben Sabri. Tinila Kassi, voudriez-vous commenter plutôt les déclarations de Donald Trump ? Donald Trump, depuis le début de cette guerre, ou bien j'ai envie de dire depuis même son premier mandat, il dit tout et son contraire. Par exemple, il avait dit que cette intervention en Iran va bientôt cesser. Sauf que quelques heures plus tard, il revient avec de nouvelles déclarations affirmant que finalement les États-Unis pourraient aller, réagissant aux réponses iraniennes, disant que les États-Unis iront aussi loin qu'il le faut pour gagner cette guerre. En fait, ce que aujourd'hui Trump, j'ai l'impression que Trump se retrouve face à un bourbier, comme le dit Safwan Ben Sabri dans son sujet, à une guerre d'usure. Et est-ce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas mener une guerre d'usure ? Ça, c'est la question. Souvenons-nous de sa toute première déclaration lorsque l'attaque avait commencé contre l'Iran. Il avait mis une casquette USA. C'était, sachant ce que la communication est pour la Maison-Blanche, sachant ce que la communication est pour le président Trump et pour la politique américaine en général, on le voyait déjà vouloir essayer de faire passer cette guerre pour une guerre patriotique. Mais le lendemain, les Américains sont sortis dehors pour dire que non. On ne veut pas de cette intervention. Le clan MAGA ne veut pas de cette intervention. Le Congrès ne veut pas de cette intervention. Aujourd'hui, Trump ne peut pas aller vers des négociations. Il ne peut pas aller vers des négociations parce que c'est un aveu d'échec. Et on l'a vu à plusieurs fois dans l'histoire où deux puissances, ou une puissance régionale avec une puissance s'affrontent. Le premier qui va céder et aller vers la table des négociations a perdu. Donc on est obligé de maintenir ce rythme. Est-ce que Trump peut maintenir ce rythme de guerre d'usure ? Ça, c'est la grande question. Comme l'a expliqué tout à l'heure M. Chéri, il y a l'économie qui est en jeu. Déjà, l'économie américaine, elle est en berne et elle va mal. Et aujourd'hui, l'économie de guerre américaine aussi ne se porte pas très bien. Cette guerre aussi, c'est un gouffre financier. Et de l'autre côté, on a un pays qu'on tente de mettre... Quand on attaque les pétroliers et les raffineries, il y a un objectif derrière. Les États-Unis ont aujourd'hui pour objectif, comme avec les sanctions, de mettre à mal l'économie iranienne. Après 40 ans de sanctions, on a un pays qui, au bout depuis 6 mois, arrive à se tenir de guerre. Ça reste quelque chose d'assez inédit pour la région. Et Trump, je pense que lui-même se rend compte aujourd'hui, et même son entourage se rend compte que c'est assez délicat. Et je finis sur ça. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect qu'on doit observer dans cette guerre, c'est le couple antitessionniste et Amérique. Le couple antitessionniste Amérique aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bout d'une lune de miel qui aura quand même duré plus de 80 ans, mais une lune de miel qui va être... dont la fin risque d'être très intéressante, je vais dire. Et justement, les gardiens de la Révolution viennent d'annoncer que l'ennemi devait s'attendre à de nouvelles surprises. Donc,
Des ripostes, il va y avoir des ripostes, peut-être qu'il va même y avoir l'intervention des Houthis du côté de la mer Rouge. Parce que le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, on le sait, il est névralgique, il est sous contrôle de l'Iran et les Iraniens ne s'en cachent pas. Il y a eu le président du Parlement iranien qui l'a dit clairement tout à l'heure que le détroit d'Ormuz est à nous, et on a le droit de maintenir cette pression. Mais de l'autre côté, il y a la mer Rouge aussi. Et il y a la guerre par proxy aussi qui peut être menée par des alliés très puissants de l'Iran. Oui, moi je pense aussi qu'il y a un aspect intéressant à soulever, c'est un peu, on nous cache réellement ce qui se passe vraiment. Par exemple, les bombardements, les missiles qui tombent sur Tel Aviv, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, c'est une censure totale. C'est la preuve que ça fait mal. Ça fait mal. Donc voilà, franchement, je pense que ça, c'est un aspect aussi important. Une guerre informationnelle est en cours aussi. Il faudrait se méfier de ce que disent, de ce que publient les médias occidentaux qui sont, bien entendu, sous influence sioniste. On va y revenir, Monsieur Chiri, juste après une courte pause de publicité. On revient juste après. Bienvenue à cette deuxième partie de l'émission. Alors toujours au Moyen-Orient, chaque vie perdue laisse une cicatrice profonde. Parmi elles, 193 enfants ont été tués depuis le début des frappes américano-sionistes en Iran. Selon les autorités locales, derrière ces chiffres, ce sont des familles brisées, des écoles désertées et des communautés plongées dans la peur qui témoignent du coût humain d'un conflit qui dépasse les frontières du politique. Alors, ces frappes nous rappellent tragiquement les frappes sionistes à Gaza. Comment la communauté internationale peut-elle réellement peser sur les belligérants et quels enjeux géopolitiques sous-entendent ces frappes qui menacent la stabilité de tout le Moyen-Orient, Lamine Cheri? Oui, c'est un drame, c'est malheureux, mais il est établi aujourd'hui que ce sont les Américains qui ont bombardé cette école de fillettes. Donc voilà, il répète un peu le scénario de Gaza. Et j'allais dire, l'objectif annoncé, c'était le régime change, de changer le régime des Iraniens. Oui. Mais est-ce que changer le régime iranien passe par le bombardement et l'assassinat de ces fillettes iraniennes? Soit dit en passant, la femme iranienne est brillante. La femme iranienne, vous savez qu'en Iran, il y a quelque chose comme 250 000 ingénieurs par an, dont beaucoup de femmes spécialisées dans les technologies de pointe. Donc cette idée-là de faire passer l'Iran pour le Moyen-Âge et tout cela, c'est une idée, bien entendu, complètement occidentale, relayée bien sûr par les médias. Voilà. Pour répondre à votre question sur la réaction de l'Occident, de la communauté internationale, je dirais zéro réaction. C'est le silence absolu, on n'en parle même pas, sauf peut-être dans notre pays, dans les pays du Sud global, où on est complètement choqué par cette manière de faire la guerre. Hein, la guerre, c'est aussi des codes, c'est aussi l'honneur du soldat, et on ne s'attaque pas justement aux fillettes, aux vieillards, aux malades et tout cela. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est justement... ils vont nous dire que c'est un dommage collatéral. Mais dès le départ, il faut rappeler, c'est très important de le rappeler, c'est une guerre illégale au vu du droit international, au vu de la Charte des Nations Unies. Mais au vu aussi, elle est illégale au vu aussi du droit interne américain, au vu du droit national américain, puisque c'est une guerre qui est passée outre le feu vert du Congrès américain. Donc c'est une guerre, j'allais dire, doublement illégale. Mais voilà, le monde est ainsi fait et on regarde ailleurs, on fait semblant de ne pas s'en apercevoir.
Monsieur Chéri, vous venez de dire quelque chose de très important, c'est nous dans le Sud global qui sommes choqués. Moi je pense qu'aujourd'hui, nous dans le Sud global, et comme j'aime à le dire souvent, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on est les régions où les valeurs et l'honneur sont quelque chose de très important. L'Occident est en perte de vitesse, l'Occident est en perte de valeur, on le sait, on le répète assez. Donc voir, ils ne peuvent plus s'émouvoir de la mort d'enfants parce que ça ne fait plus partie de leurs valeurs réellement. On voit l'affaire Epstein, ce que c'est que l'enfant dans l'imaginatif collectif de l'Occident. Oui. Et en ce qui concerne l'école dont vous venez de parler, ils ont déjà commencé, j'ai vu des médias occidentaux qui essayaient de nous expliquer, comme ils faisaient à Gaza, des dommages collatéraux. Pire encore, on te dit que c'était un tir ciblé qui visait des gardiens de la Révolution, qui étaient cachés. Oui. Comme il y avait des résistants palestiniens qui se sont cachés dans des hôpitaux, des résistants palestiniens qui se sont cachés dans les écoles, qui se sont cachés dans les maisons. Cette idée de tir ciblé doit disparaître du langage des médias aujourd'hui parce qu'il n'existe pas de tir. Sachant qu'avec toute la technologie. Tir ciblé, mais aussi guerre préventive. Aussi, c'est illégal. Et cette histoire de guerre préventive. Oui. Voilà. Et on va revenir au droit international. C'est très intéressant parce que le droit international, ça fait quand même quelques années qu'il a du mal à se faire respecter. On va parler de l'invasion qu'il y a eu contre la Libye, contre la Libye de Kadhafi. L'ONU n'avait pas donné l'autorisation de mener des invasions terrestres. Ça a été mené. Mais on n'a pas vu de personnes punies, on n'a pas vu de personnes aller dans les instances internationales. On va parler dénoncer. On va parler de la Cour de justice. La Cour de justice, durant très longtemps, n'a fait que juger des dirigeants africains, des dirigeants du tiers-monde, des dirigeants du Sud global. Il y a eu, durant tellement longtemps, une espèce de banalisation des crimes de l'Occident. On parlait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'État, du racisme, tout ça a tellement traîné depuis le début de l'ONU. Il y a eu cette contradiction. L'ONU et les grandes puissances, avec le droit de veto, avec la mise en place du droit international, n'ont pas pris en compte les peuples du tiers-monde. Donc quand le peuple du tiers-monde, quand les enfants du tiers-monde meurent, pour l'Occident, ça ne compte pas. Et encore une fois, je rappelle les déclarations de Margaret Albright. La mort de 500 000 enfants irakiens n'est qu'un dommage collatéral contre Saddam Hussein. La guerre contre Saddam Hussein a été illégale. On va parler de la France-Afrique. Durant presque 70 ans, la France, par les réseaux Focart, a complètement dépouiller l'Afrique des coups d'État, des coups d'État, des guerres civiles ont été fomentées. On va parler de l'assassinat de Patrice Lumumba qui a été mené par la CIA et par l'ancienne puissance coloniale. Donc le droit international est mis à mal depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, on a presque du mal à se dire est-ce que ce droit international a été réellement respecté quand il était question des peuples du tiers-monde. Et c'est là aussi où la position de l'Algérie devient intéressante encore une fois. Ça fait des décennies que l'Algérie appelle à la réforme du droit international, de crainte que ce moment arrive justement. Notamment le Conseil de sécurité. En particulier. Voilà, parce que le Conseil de sécurité étant ce qu'il est, donc il exclut de facto les pays du Sud global. Et comme disait Boumediene Allah yarhamou, ce système a été fait sans nous. Donc voilà, aujourd'hui, il est grand temps de réformer ce système qui ne marche pas et qui ne va pas dans les intérêts de la grande majorité des pays à travers le monde. Voilà. Heureusement qu'il y ait des voix dans le monde qui sont en train de se lever de plus en plus pour qu'il y ait une réforme. Même en Occident, il commence à y avoir une certaine élite qui commence à demander est-ce qu'il y ait des réformes du droit international, et ça urge la réforme du droit international et des instances de l'ONU, en particulier son organe exécutif, le Conseil de sécurité. On peut parler aussi du Liban où l'entité sioniste justement utilise du phosphore blanc sur des zones habitées et c'est ce qui provoque des incendies, des blessures et ça inquiète vraiment les populations. Donc qu'en est-il justement des instances internationales par rapport à ces dérives, j'ai envie de dire? Écoutez, une fois que vous êtes dans l'illégalité la plus absolue, vous faites ce que vous voulez. Du moment qu'il y a de l'impunité, vous faites ce que vous voulez. Qui va vous dire pourquoi vous bombardez avec du phosphore blanc ou du napalm c'est une épuration ethnique. Exactement. Oui. Tout comme à Gaza. L'objectif aujourd'hui au Liban et en Palestine, il est clair. Le projet vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dont on parle pas. C'est la guerre civilisationnelle. Dans la tête
tête de l'entité sioniste, ce n'est pas des tirs préventifs, ce n'est pas dans la tête de l'entité sioniste. Aujourd'hui, le projet, il est clair. C'est ce qu'on veut nous faire croire. On veut nous faire croire, oui, qu'on est en train pour des valeurs saines, pour des valeurs humaines, pour des valeurs universelles, mais absolument pas. Aujourd'hui, l'entité sioniste, elle a pour objectif de redéfinir le Moyen-Orient et de commencer à faire émerger dans la tête des populations, en particulier en Occident et même au tiers-monde, l'idée d'un grand Israël, donc qui va englober le Liban, une partie de la Syrie, une partie de l'Arabie Saoudite, du Yémen et de l'ensemble du Moyen-Orient. Dans la tête des dirigeants sionistes, c'est clair. Quand des dirigeants sionistes disent qu'aujourd'hui on se bat contre, je parle du Premier ministre sioniste, quand il dit on se bat contre le diable. Quand des dirigeants militaires sionistes disent qu'aujourd'hui, nous, notre guerre, elle est menée contre des animaux. Quand on a un général américain qui dit qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Tous ces éléments-là assemblés ensemble nous donnent le projet, il est là, le projet il est mis sur la table, et même c'est peut-être même ce qui rend aujourd'hui le droit international obsolète, parce qu'on parle de droit avec des gens qui ne parlent pas de droit international, avec des gens qui parlent de droit divin. Dans la tête des dirigeants sionistes aujourd'hui, on a tendance à dire c'est l'extrême droite, mais ce n'est pas l'extrême droite. Du temps de Théodore Herzl, le projet, il était là. Le projet est de mettre en place non seulement un foyer juif, mais dans l'objectif final est de redessiner la carte du Moyen-Orient avec un grand Israël. Rami Zemouchi, peut-être un commentaire. Oui, totalement, et ceci s'inscrit notamment sur les réseaux sociaux. On avait dit avec M. Chekhi justement sur la guerre informationnelle et comment ce narratif est en train d'être de plus en plus partagé et de censurer toute idée qui va à l'encontre de ce narratif-là. Malheureusement, c'est eux qui détiennent les réseaux sociaux, c'est eux qui détiennent la majorité des plateformes dans lesquelles... Ils ont la main sur... Voilà, on le voit même sur nos propres réseaux sociaux. Exactement. Et sur notre algorithme. Exactement. Et nous, on ne peut pas vraiment avoir un impact sur ça, à part le fait de partager au maximum et ne pas être influencé par ce narratif-là qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle les GAFAM, etc., qui détiennent pratiquement tout cela. Il y a un peu avec TikTok qui est un peu différent, où la censure elle est un peu plus légère et un peu plus différente sur certains sujets, etc. D'ailleurs, ça a posé problème aux États-Unis et qui a poussé à vendre l'activité aux États-Unis pour un consortium d'entreprises américaines justement, qui elles aussi souhaiteraient avoir la main mise sur le contenu sur TikTok. Donc tout cela, ça confirme un peu ce que dit Tinhinan et ça nous dit encore une fois d'être prudent et de ne pas suivre tout ce qu'on peut voir sur ces réseaux sociaux-là. Alors, Lamine Chekhi, on va parler un peu de la Russie et de la Chine qui dénoncent justement ces hostilités et appellent à un cessez-le-feu immédiat, soulignant que ce conflit vraiment menace la stabilité de la région. Jusqu'où, selon vous, Monsieur Chekhi, Pékin et Moscou peuvent-ils peser pour freiner l'escalade militaire contre l'Iran et quelle stratégie vont-elles utiliser pour protéger surtout leurs intérêts régionaux? Oui, tout à fait. Je pense que la Russie a déjà commencé à devenir en quelque sorte un joueur important dans cette guerre, puisque j'ai lu des informations selon lesquelles il y a eu une communication téléphonique entre Trump et Poutine. Pratiquement Trump qui essaye de dire à Poutine fais quelque chose parce que ça commence à prendre des dimensions que je ne maîtrise plus. Poutine qui dit ok d'accord, mais en contrepartie je vais vendre mon gaz et qu'il n'y ait plus de sanctions justement sur le gaz russe. Résultat des courses, un des grands gagnants de cette guerre n'est autre que la Russie. Donc il est évident que la Russie va redevenir cet acteur majeur du gaz dans le monde, hein, parce que les Européens aujourd'hui, avec la fermeture des exportations du gaz qatari, ils se sont privés eux-mêmes du gaz russe, ils sont dans le piège le plus absolu. Et ils achètent du gaz russe en cachette. Donc maintenant, j'allais dire, Trump va leur permettre d'acheter du gaz russe. Ce gaz russe va permettre justement à la Russie d'engranger une masse financière importante qui va lui permettre justement de terminer son effort de guerre en Ukraine. Donc voilà, pour la Russie, il est évident qu'elle tire
avantage de cette guerre de manière très, très, j'allais dire, intelligente. Pour la Chine, c'est le pays de Sun Tzu, le sage Sun Tzu. La Chine ne s'est pas engagée directement. La Chine observe, regarde, essaye de comprendre les dynamiques, essaye de déceler les points forts, les points faibles des États-Unis, qui finalement sont le grand adversaire de la Chine. Mais la Chine, en faisant tout cela, ne dépense pas $1. Contrairement aux États-Unis qui dépensent des milliards de dollars en équipement, en efforts de guerre. Donc, j'allais dire, résultat des courses, la Chine est de loin dans une meilleure position que les États-Unis en termes de confrontation et d'équilibre entre les deux forces. Donc voilà, nous voyons bien que tant la Chine que la Russie, qui ne sont pas des pays, j'allais dire, agresseurs, au vu du droit international, tirent profit, tirent bénéfice de cette guerre qu'ils n'ont pas voulu. Voilà. Tinhilal Makassi, selon vous, cette prise de position de la Russie et de la Chine marque-t-elle un repositionnement géopolitique face aux États-Unis et à l'entité sioniste? Et surtout, comment cela pourrait-il redessiner les alliances au Moyen-Orient? Déjà, il faut savoir que depuis quelques années déjà, la Russie et la Chine reviennent dans le jeu du Moyen-Orient. Depuis quelques années, on a vu la Chine négocier la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. On a vu aussi les Saoudiens qui parlent avec les Chinois, qui parlent avec les Saoudiens, qui parlent avec les Russes. Ils ont des contrats commerciaux, ils ont des contrats économiques, il y a des rencontres diplomatiques. Donc déjà, depuis un bon moment, la Chine et la Russie ont ramené cette idée de multipolarité au Moyen-Orient. C'était très difficile, parce que le Moyen-Orient, depuis les accords de Quincy, on se souvient de ce fameux bateau, depuis les accords de Quincy, il y a cet accord des pétrodollars. Le Moyen-Orient était complètement acquis aux États-Unis d'Amérique et à l'Occident de façon générale. Et puis même l'argent du Moyen-Orient a souvent été investi en Europe, en Occident, que dans les pays du tiers-monde ou encore en Russie, en Chine. Sauf que depuis quelques années, depuis le Covid notamment, le Covid a redessiné les équilibres mondiaux. Avec le Covid, on a vu une Chine beaucoup plus agressive au Moyen-Orient, mais aussi la Russie. Le rôle de la Russie est d'autant plus intéressant, d'autant plus qu'elle a perdu quand même la Syrie il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, la voir revenir dans le jeu du Moyen-Orient, et aussi autant que négociateur, parce que Trump qui sollicite l'expertise russe, ça c'est très important, parce que ça va influer aussi sur la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, même si on sait que c'est la Chine qui est dans le collimateur de Trump, on sait que c'est la Chine qui est dans le viseur de Trump, mais l'allié russe est un allié de taille aujourd'hui pour la Chine, et ça va redéfinir l'ensemble de la région, parce que les alliances commencent déjà à se redessiner. Je le disais, c'est la Chine qui a quand même négocié une normalisation des relations avec les Iraniens. Donc et la Russie et la Chine ont la capacité aujourd'hui de parler avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit les pays moyen-orientaux, donc l'Arabie saoudite, le Qatar, et ils peuvent aussi discuter avec l'Iran, mais aussi discuter avec l'entité sioniste et les États-Unis. Oui, je voudrais juste ajouter un mot, c'est même pour les pays du Golfe, j'allais dire pour les pays du Golfe, ils se sentent trahis par les États-Unis. Exactement. Ils ont payé des milliards et des milliards de dollars pour une sécurité qui finalement a fait défaut. Donc il ne serait pas surprenant que ces pays du Golfe, justement, commencent à réfléchir sérieusement à changer de partenariat stratégique avec les Chinois et avec les Russes. Absolument. On se va souvenir de la première guerre de 12 jours contre l'Iran, quand la base qatari a été attaquée. Ça a été un tournant dans l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient. Alors, place maintenant à la technologie. Donc, un bras de fer inédit secoue l'univers de la tech américaine. Anthropic, l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle,
vient d'être officiellement classé par le Pentagone comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, une désignation habituellement réservée aux adversaires étrangers. La société a immédiatement réagi en portant l'affaire devant les tribunaux fédéraux. Pour nous aider à décrypter ce soir cette crise, nous retrouvons notre cher chroniqueur tech Rami Zamouchi. Comment en est-on arrivé là ? Alors ça nous change un petit peu de la guerre, mais ça a toujours un rapport très direct, on va en parler là tout de suite. En réalité, tout part d'un contrat qui dépasse les 200 millions de dollars qui a été signé juillet dernier entre Anthropic et le département de la défense américain, ou maintenant il s'appelle Department of War, donc de la guerre. Dario Amodei, qui est le PDG d'Anthropic, avait lui-même négocié ce partenariat, et Anthropic était la première entreprise d'IA dont les modèles étaient déployés sur les réseaux classifiés de l'armée américaine. Sauf que lors de la renégociation, le Pentagone avait exigé un accès total et sans restriction à Claude, qui est l'outil développé par Anthropic. Dario Amodei, le PDG, a refusé sur 2 points précis qu'il a spécifiés dans plein d'interviews. Pas question que leur technologie soit utilisée pour des armes autonomes létales, donc des armes qui peuvent tuer toute seule, ni pour une surveillance de masse des citoyens américains. Le Pentagone a répondu en les blacklistant, et Trump a suivi en ordonnant toutes les agences fédérales de cesser immédiatement d'utiliser leurs outils. Mais Rami Zamouchi, concrètement, qu'est-ce que ça change pour Anthropic sur le plan business ? Alors c'est potentiellement catastrophique. La désignation oblige tous les sous-traitants du Pentagone à certifier qu'ils n'utilisent pas Claude dans leurs travaux avec l'armée. Or, Anthropic travaille avec beaucoup de géants comme Palantir, Amazon, Microsoft, qui ont tous des contrats de défense. L'entreprise elle-même estime que ça pourrait effacer plusieurs milliards de dollars de revenus pour l'année 2026. Et ce qui est ironique, c'est que dans les heures qui ont suivi, OpenAI, dont on a parlé il y a quelques semaines, a signé un autre contrat avec le Pentagone sans poser les mêmes conditions éthiques qu'Anthropic. Donc, sur le plan compétitif, Anthropic se retrouve doublement fragilisé avec le refus de ce contrat et OpenAI qui le prend. Mais est-ce que Anthropic a raison de tenir cette ligne rouge, ou on va dire que c'est un pari plutôt risqué ? Alors c'est là où ça devient vraiment intéressant. Dario a publié une déclaration très forte disant qu'il n'avait pas vraiment le choix de porter l'affaire en justice. Anthropic argumente que le refus est un acte de liberté d'expression protégé par le premier amendement, First Amendment. Des experts juridiques reconnaissent que la désignation est très fragile. Elle n'a jamais été appliquée dans le passé à une entreprise américaine auparavant. Mais au-delà du droit, la vraie question, c'est qui contrôle l'IA militaire ? C'est un débat de fond qui concerne toute l'industrie de la tech mondiale. Mais un signal fort pour toutes les startups qui travaillent avec des gouvernements, finalement. Absolument. Ce précédent envoie un message très clair. Si vous avez des principes éthiques non négociables, vous prenez le risque de vous retrouver blacklisté du jour au lendemain. C'était très rapide. Et ironiquement, pendant ce temps, DeepSeek, l'IA chinoise, reste utilisable dans des contextes sensibles aux États-Unis même, sans ce niveau de contrôle. C'est une contradiction que beaucoup d'experts soulignent avec beaucoup d'inquiétude. Mais Rami Zamouchi, pour nos startups ici en Algérie, quelles sont les leçons à tirer sur les dépendances technologiques des grands acteurs de l'intelligence artificielle ? Alors la leçon est directe. Beaucoup de startups, notamment algériennes ou partout dans le monde, construisent aujourd'hui des solutions sur des briques d'IA et des briques d'IA, donc existantes d'autres entreprises. Et certains utilisent justement des API, donc des interfaces, comme Claude d'Anthropic ou ChatGPT de OpenAI. Ce que Anthropic vient de vivre rappelle cette réalité brutale. Quand tu dépends d'un tiers technologique, tu es exposé à des turbulences. Et ça nous donne un peu l'occasion de parler du open source et de la capacité de ces startups-là de construire à la base de solutions ou de language model, des modèles qui sont open source, qui existent déjà, des entreprises comme Facebook qui a bossé sur Llama ou chinoises ou autres, qui peuvent être une meilleure alternative pour ces startups-là, pour ne pas dépendre de ce genre de sujets et de ce genre d'incidents qui peuvent arriver du jour au lendemain.
Lamy Chekhi, vous voudriez peut-être commenter la chronique de Ramiz Mouchi par rapport justement dans le contexte au Moyen-Orient. C'est compliqué, mais je vais essayer de dire une chose, c'est-à-dire que dans l'absolu, je vois mal comment une IA pourrait être contre une IA américaine, pourrait être contre le gouvernement américain ou contre le Pentagone américain. Ça me semble très contradictoire, surtout en temps de guerre. Donc il est clair que, j'allais dire, cette histoire d'IA indépendante dans l'absolu, moi je n'y crois pas beaucoup. Moi, je ne crois pas beaucoup. Je pense plutôt que, quelque part, il y a toujours des vases communicants qui font que, in fine, cette IA américaine est totalement sous l'emprise du Pentagone, des services secrets américains, de la CIA et j'en passe. Et justement, voilà. Si on refuse d'être sous l'emprise du Pentagone, voilà ce qui arrive à une entreprise américaine qui est blacklistée. Et c'est la première fois que ça arrive depuis des siècles. Est-ce que finalement, la question n'est pas, est-ce que c'est pas un rapport de force entre multinationales et institutions américaines? Parce qu'on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, quand l'entreprise de Elon Musk a réussi à intercepter des missiles, là aussi ça a fait une crise. Donc est-ce qu'aujourd'hui la politique américaine, en plus des problèmes internes qu'elle a, n'est pas en train de faire face à un nouveau rapport de force? Ces États-Unis-là, qui ont tout fait pour faire des multinationales un pôle de soft power, aujourd'hui ne veulent pas céder la place du pouvoir à ces multinationales, à ces entreprises-là. Parce qu'elles sont devenues très fortes. Parce qu'elles sont devenues trop fortes, elles sont en train d'intervenir dans des guerres. Voilà. On l'a vu avec Elon Musk, il a arrêté des missiles, et aujourd'hui avec OpenAI. Donc aujourd'hui, est-ce que les États-Unis, est-ce que l'administration centrale américaine est prête à céder la gestion de la défense qui a fait son soft power, il faut sauver le soldat Ryan, a servi à ça aussi, a servi à faire en sorte de nous mettre dans la tête que l'administration américaine, que le Pentagone, que le soldat américain est invincible. Et quand il est invincible, il est au sommet du pouvoir et de la domination. Donc est-ce qu'aujourd'hui le Pentagone est prêt à céder ce rôle de leader à des multinationales et lui se mettre de côté? Alors c'est un sacré bras de fer. Alors c'est techniquement un peu le cas, parce que la technologie est détenue par les entreprises. C'est ça. Et c'est elles qui signent des contrats à des centaines de millions, voire des milliards de dollars, comme on a vu avec Palantir, avec Elon Musk, etc. Maintenant la question c'est la vision politique ou exactement, le rapport idéologique de force politique est très intéressant à observer. Est-ce qu'ils peuvent convaincre toutes les entreprises tech de les rejoindre? On vient de voir que ce n'est pas le cas, mais effectivement la majorité, comme OpenAI, comme Palantir, comme Starlink d'Elon Musk, contribuent et collaborent d'une manière assez active avec le Pentagone, avec l'armée américaine. Un rapport de force politique Elon final. Musk était membre du gouvernement américain. Exactement, à un certain moment. Donc je pense qu'il y a une entrée. C'est-à-dire que le gouvernement américain a été privatisé en quelque sorte. Exactement. Il a été privatisé. Lorsque vous privatisez un État, vous obtenez le résultat, c'est justement Elon Musk qui détient une partie des écoutes, qui place des satellites. Par exemple, en Iran, ça n'a pas marché. Voilà, justement. Vous voyez, voilà un État souverain, l'Iran. Voilà un État privatiser les États-Unis, et pourtant ils sont ultra puissants, sur ce segment précis, ça n'a pas marché. Et pour finir, justement, ça nous pousse aussi à réfléchir et à penser à ce qui arrive à la Silicon Valley, qui est un peu l'endroit où il y a les startups. Avec par exemple Trump en 2016, il a eu le soutien d'un certain nombre d'entrepreneurs américains, notamment Peter Thiel, qui est derrière Palantir et qui était l'ex-meilleur ami d'Elon Musk, mais ils ne sont plus potes à cause de OpenAI. Ça a été une manière de montrer qu'une partie des entreprises tech ou des startups américaines qu'on a connues de gauche, progressistes, etc., avaient pris le côté de Donald Trump et de la droite et de ce genre de conservatisme technologique même et social, et que 10 ans après, maintenant, la majorité a complètement basculé vers le côté plus, j'allais dire obscur, mais différent de ce qu'on connaissait de la Silicon Valley, qui était la terre un peu du progrès. On voit ça avec Mark Zuckerberg, avec ce que fait Apple et ce que fait d'autres entreprises, notamment comme celle d'Elon Musk. Et là, la force de la technologie des big tech qui, eux, maintenant décident et qui orientent leurs ambitions technologiques, économiques, mais aussi politiques et idéologiques.
Et quelle leçon faut-il en tirer, justement? Alors la leçon, c'est d'abord que Rapidement. Oui, très rapidement. Alors la leçon est très simple. Quand on est très puissant et qu'on a beaucoup on a de la technologie que nous avons mieux que les autres, c'est nous qui décidons. Quand je dis nous, c'est ces entreprises-là, comme Palantir et d'autres. Et on trouve justement que ces entreprises-là, maintenant, they shape the future. Donc c'est eux qui décident un peu de l'avenir. Si on écoute le patron de Palantir, quand il dit que ce qui change, c'est pas juste d'avoir une bonne technologie, mais c'est d'avoir la bonne technologie avec le soutien de l'armée américaine. Ça nous montre un peu à quel point c'est important dans leur développement. Merci Ramiz Mouchi, merci Lamine Chekhi d'avoir été avec nous et d'avoir enrichi le débat. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.